Angola, ô pátria nossa sem igual, ô terra mãe, fonte de luz desde caminho até a cunene és grande, nós temos vamos pátria amar, de peito erguido e com fervor, nos marchamos sem temor. Oh pátria amada, oh nossa glória, Angola, Angola, tu vencerás. Angola, liberdade de terra. Obrigado. Mesdames, Messieurs, chers frères et compatriotes, au nom du Front national de libération de l'Angola et à mon nom personnel, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. La conférence de presse que nous organisons aujourd'hui est la première que les FNLA organisent à cet endroit. Si nous avons fait le choix du Centre international de presse pour tenir cette conférence, c'est parce que nous tenions à donner une certaine solennité à cette rencontre. Car la présence parmi nous de l'honorable député Carlito Roberto est un grand honneur pour tous les militants, sympathisants et amis des FNLA en Europe, en particulier en Belgique. Sur les traces de Alvaro Holden Roberto, glorieux combattant de la libération de l'Angola et regretté président du FNLA, l'honorable Carlito, à côté de moi, incarne le courage et l'assurance d'une génération nouvelle au sein de notre parti. Fondé en 1961, le Front national de libération de l'Angola, en abrégé FNLA, a activement participé à la libération de l'Angola. Depuis 1975, date de l'accession du pays à l'indépendance, malgré les guerres civiles de 1975 à 1991 et de 1993 à 2002, lesquelles ont plongé la population angolaise dans le désespoir. L'FNLA est toujours présent dans la vie du pays. Pour preuve, depuis 1992, l'FNLA, parti historique, participe inlassablement au processus de démocratisation du pays. Un processus qui a débouché sur les élections législatives de 1992 et sur celles de 2008. Présent à l'Assemblée nationale, durant les deux législatives, le FNLA ne cesse d'apporter sa contribution à la construction d'une véritable démocratie. Sous la direction de notre honorable député, l'ingénieur Ngola Kabang, actuellement président du FNLA. Il s'avère que, depuis un certain temps, le FNLA, parti historique, est victime de menaces répétées de la part du tribunal constitutionnel, une méthode qui démontre l'existence d'un syndrome d'influence sur le fonctionnement de notre système judiciaire. D'où nous assistons, nous, à un comportement d'emprunt, de partialité et à des prises de décisions contradictoires ayant pour but de fragiliser les partis historiques. À quelques mois des prochaines élections législatives de 2012, qui seront organisées pour désigner le nouveau président de la République, les FNLA se mobilisent pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur les avanies dont le peuple angolais est victime
l'honorable Carlito Roberto, ici présent, et la personne l'a mis indiqué pour apporter des réponses aux nombreuses questions que vous pouvez poser. Je laisse la parole au député Carlito et je vous remercie. Merci, honorable. À vous la parole. Je commence d'abord par vous remercier, frère Bello. Et je voudrais d'entrée commencer déjà à lire mon texte et puis après, j'espère qu'il y aura des questions qui sont soulevées après la lecture de ce texte. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à l'aimable invitation qui vous a été adressée afin d'assister à une conférence d'information et d'analyse sur la situation en Angola. Permettez-moi de commencer par un petit rappel historique avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Du 11 novembre 1975 à ce jour, voilà déjà quasi 36 ans que l'Angola a accédé à l'indépendance. L'émancipation de notre territoire de joug colonial, dont l'issue fut la signature des accords d'Alvord, a été un processus long et épineux, dans lequel le FNLA a contribué non seulement militairement, mais aussi politiquement. Militairement, disons-nous, en assumant le protagonisme comme initiateur de la lutte armée en date du 15 mars. Ce fait nous a été contesté pendant longtemps. Aujourd'hui, revanche de l'histoire, il a été reconnu et célébré par les anciens combattants portugais comme étant le début de la guerre coloniale dans toutes leurs ex-colonies en présence du président portugais M. Cavaco Silva. Politiquement, par des actions diplomatiques menées jadis dans des tribunes internationales. Le défunt président Holden Roberto fut le premier homme politique angolais à intervenir aux Nations Unies, au nom du peuple angolais. Le premier et seul représentant angolais à avoir participé au nom de l'UPA-FNLA à la première conférence des peuples africains en 1958 à Accra, Ghana. Et c'est seulement lors de la deuxième conférence des peuples africains, réalisée entre le 25 et 31 janvier 1960 à Tunis, qu'apparurent pour la première fois Luciola, Viriato da Cruz angolais, ceux-là même qui créeront plus tard le MPLA, Amilcar Cabral et Luis Araújo, cap-verdien, et Hugo de Menezes, Santomés. Signalons que nous sommes au courant des années 1960, au courant des années 60, et que le MPLA n'était même pas encore en gestation. Et une chose est importante, quand ils se sont présentés dans cette conférence des peuples africains, ils se sont présentés au nom de MAC, un certain MAC, mouvement anticolonial. Donc ils ne s'étaient pas présentés au nom du MPLA, parce que le MPLA à l'époque n'existait pas encore. En 1960, nous sommes en 1960, le MPLA n'existait pas encore. Ainsi, il est évident et incontestable que l'UPA-FNLA fut l'auteur du premier cri de révolte qui a traduit les aspirations de tout un peuple à la liberté. Par conséquent, le FNLA prétend aujourd'hui, pour le peuple angolais, voir consacrer son programme qui hier était de liberté et terre, aujourd'hui actualisé en liberté et dignité. Sans contestation, il y a la paix des armes depuis bientôt 12 ans en Angola. Mais pour qu'il y ait une paix véritable, nous considérons qu'il manque les éléments indispensables qui sont la démocratie, la justice sociale et la réconciliation nationale. Quand nous parlons de démocratie, nous vient premièrement à l'idée l'incompatibilité de celle-ci avec les structures du monopartisme. Malheureusement, c'est la réalité que nous vivons en Angola,
dans la mesure où toutes les structures étatiques importantes sont partisanes. Formellement, la Constitution angolaise énonce des grands principes démocratiques. Mais en pratique, nous vivons une réalité accompagnatrice d'une dictature qui ne dit pas son nom. Par exemple, la Constitution angolaise énonce la liberté des individus, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Dans la réalité, nous assistons à l'absence des libertés individuelles, à la concentration des pouvoirs, la dépendance de la justice, l'absence des libertés d'expression et aussi l'absence de liberté de manifester. Quant aux inégalités sociales, en grande partie vestiges de la colonisation, elles ont été accentuées par les conséquences d'une guerre qui fut certes atroce, mais aujourd'hui décuplée par des politiques discriminatoires basées sur une vision oligarchique et népotiste du pouvoir. Ce qui ne facilite pas une cohésion sociale dans un pays où des haines et des rancunes se sont accumulées durant la guerre. 10 ans après la fin de la guerre, la quasi-totalité du peuple angolais subit constamment des violations systématiques de ses droits fondamentaux et une misère qui ne s'explique que par une absence de volonté manifeste d'étendre le bénéfice d'énormes ressources du pays à toute la société angolaise. Face à cette situation, nous nous demandons si la communauté internationale, si attentive aux libertés fondamentales et aux valeurs démocratiques, peut-elle rester indifférente? Existe-t-il une appréciation discriminatoire, demandons-nous, les uns ayant droit à la démocratie et les autres non? Quant à la réconciliation nationale, troisième élément que nous avons cité, jugé comme un élément important pour asseoir une véritable paix, celle-ci paraît comme une coquille vide. En vérité, nous assistons à des règlements de compte. Le parti au pouvoir utilise l'appareil judiciaire, en l'occurrence le tribunal constitutionnel, pour créer des problèmes au sein des grands partis politiques de l'opposition. En installant à leur tête, en tentant d'installer à leur tête des hommes liges, en fomentant des fausses dissidences. Comment pouvons-nous parler d'une réconciliation nationale pendant que les deux autres partis historiques, à savoir le FNLA et l'UNITA, qui ont vu leurs biens indûment confisqués par le parti au pouvoir en 1975 du fait de la guerre, attendent jusqu'à ce jour leur restitution? Pour ne parler que de notre parti, nous avons un contentieux avec le MPLA qui n'a jamais été réglé concernant, premièrement, notre patrimoine immobilier, constitué de grands immeubles situés à Luanda et en province achetés en 1975. 2. Le journal Provincia d'Angola, actuellement Journal d'Angola, qui fut une propriété du FNLA achetée en 1975. Comment, une fois de plus, pouvons-nous parler de réconciliation nationale alors que les droits d'intégration et de réforme de nos anciens combattants de l'ALNA, Armée de libération nationale de l'Angola, ne sont toujours pas reconnus, pourtant véritables libérateurs de la patrie? Tout cela constitue des moyens de pression que le parti au pouvoir utilise à l'encontre des adversaires politiques pour objectif de les rendre inefficaces dans leurs activités quotidiennes, surtout lors des échéances électorales. Dans un an, auront lieu une fois de plus des élections générales en Angola. Généralement, ces élections ont toujours fait l'objet de contestations. Pour cela, nous demandons au gouvernement angolais d'organiser des élections libres et transparentes. Pour terminer, nous lançons un vibrant appel à la communauté internationale d'apporter sa contribution pour que soient réalisées enfin en Angola des élections qui seront acceptées par tous les Angolais. Une fois de plus, je vous remercie d'être venus et me mets à votre disposition pour d'éventuelles questions. Oui, merci, honorable
Roberto Carlito, vous étiez brillant à votre exposé et vous avez essayé de faire un détour sur le passé politique qui démontre que notre parti, c'est le patrimoine historique de notre grand pays, l'Angola. Et vous avez démontré aussi des systèmes qui reflètent les mécanismes de déni en Angola où il y a la haine. Et vous avez aussi démontré que réellement, il n'y a pas les droits de ces peuples sur le suffrage universel. Donc, normalement, notre pays n'est pas fonctionnel. Donc, quitte à nous maintenant de réfléchir sur ça, malgré la distance qui nous sépare du pays. L'honorable, il est présent en Angola, il vit dans l'Assemblée. Je crois que ce qui nous a relaté ici, c'est la réalité. Quitte à nous maintenant qu'on puisse au moins approfondir ensemble et de voir comment nous pouvons pallier cette situation qui affecte la population angolaise. Merci. À vous la parole. S'il y a des questions pour les éclairages, vous pouvez poser. Oui. Raphaël. J'aimerais un peu savoir de la part de l'honorable ce qui a été conclu du moment où la guerre prend fin entre le pouvoir en place et l'opposition. Y avait-il une conclusion sur un quelconque mandat, ou bien il fallait que le pouvoir en place continue sans tenir compte de son passé, ou bien repartir à nouveau parce que la guerre est terminée, eh bien, je recommence mon pouvoir pour aller en plus continuer. Ou bien il y avait des accords. Et quels sont ces accords s'il y en avait quelques-uns? Merci. Merci. Je vous remercie pour votre question. Je vous remercie pour votre question. Je voudrais rappeler que s'il y a eu la guerre, ou une guerre après la guerre d'indépendance, c'était entre le MPLA et l'UNITA. Donc, je vois très mal de quel accord pouvons-nous parler entre le MPLA et les autres partis, dans la mesure où ce n'est pas contre les autres partis que le MPLA fait la guerre. Mais ce que je peux dire, c'est que après la guerre, effectivement, il y a eu une tendance à la bipolarisation de la société angolaise, comme si il n'existait que deux partis. Mais l'effort des autres partis, en l'occurrence le FNLA, a fait démontrer que la réalité angolaise était multiple. Il n'y avait pas possibilité de bipolariser la vie politique angolaise entre seulement deux partis, simplement parce que c'est eux qui ont fait la guerre civile. D'ailleurs, cette guerre civile qui était destructrice, qui a totalement détruit le pays que le MPLA tente tant bien que mal aujourd'hui de reconstruire. Mais entre le parti au pouvoir et les partis d'opposition, il n'y a aucun accord, puisque le MPLA se comporte d'une manière arrogante et il monopolise tout. Donc nous n'avons pas nous, en tant que le FNL, n'avons pas d'accord avec le MPLA. Nous faisons notre travail comme parti d'opposition et il n'y a pas d'accord entre nous et le MPLA. Oui, Kéléné. Oui, ici, les jours Kéléné, journaliste indépendance. En fait, c'est pour. Je vais faire mes questions d'abord. Essayez de résumer votre intervention. En fait, j'ai cru comprendre que vous nous avez parlé plus du passé, de 61 jusqu'à 75. Ce qui se passe en Angola. Je n'ai pas jeté l'appui à la base. Selon les historiens, ce qu'on entend dire de l'Angola, si on est arrivé là, on est en 2011, après 1975, on est en 2011, il y a presque 36 ans, on dit que quand même c'est la fête à Roberto.
selon les anecdotes, comme disent qu'il aurait dû attaquer le Rwanda en 1975 pour s'emparer du pouvoir politique en Angola. La chose qu'il ne l'a pas fait. Ça sont les anecdotes qu'on entend dire. Et voilà, on est là. Donc, on est là quand même, c'est l'Afrique à Orden Roberto, qui est l'honorable, que tout le monde connaît. Donc, si l'IMPELA s'emparait du pouvoir, quand même, l'FNL a une part de responsabilité dans la dérive angolaise que nous sommes aujourd'hui. Nous allons pas nous parler, nous allons plutôt parler de l'avenir. Je ne sais pas, ma question est de savoir s'il y a-t-il vraiment une partie de l'opposition en Angola. Je peux commenter aussi à vous expliquer, parce qu'en fait, on entend dire en Angola et au Rwanda, la plupart des partis de l'opposition, qui soient l'UNITA, je fus l'autre fois membre de l'UNITA, on entend dire que l'opposition est financée par l'MPLA. D'après ce qu'on entend dire, tous les mois, ils vont au ministère des Finances pour recevoir ce qu'on appelle l'examen, pour faire fonctionner les partis. D'après la presse, Claude Cap et Angola 24, on a appris même il y a un an et demi, le siège du FNLA a été confisqué à Rwanda pour le non-paiement des arriérés des loyers. Y a-t-il vraiment une opposition en Angola? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, que je m'adresse à vous, l'honorable, c'est savoir, vous nous avez parlé du passé, et nous voulons entendre parler de l'avenir. Moi, je parle de moi-même. Je suis en Angolais, ça fait 25 ans que je vis en Europe, interdit de séjour de mon propre pays Angola. Qu'est-ce que vous nous proposez comme une alternative pour l'Angola de demain? Si vraiment votre parti impose un programme, qu'est-ce que vous nous proposez concrètement? Nous ne voulons pas entendre parler du passé, faites-nous des propositions concrètes. Qu'est-ce que FNLA envisage pour l'Angola de demain? Nous ne croyons pas un pays là et nous savons, on n'est pas été les prophètes, les prophétiser les prochaines élections présidentielles en Angola, on sait c'est un pays là qui a l'armée, c'est lui qui a les yeux, c'est lui qui a les finances. Donc théoriquement, c'est lui qui gagnera les prochaines élections. Donc vous serez là peut-être pour la fédération. Donc la démocratie en Angola, ça n'existe pas. C'est utopique pour les Angolais. Parce que des types d'Angolais, vous qui vous avez vécu en Angola, pour moi, je t'interprète comme ça, des types d'Angolais, les Angolais qui sont otages du système d'MPLA, qui soient députés, ministres, partis de position qui sont en Angola, sont le jour d'MPLA, et nous, les Angolais, entre guillemets, qui nous sommes libres, parce que nous vivons à l'étranger, on a quand même ce qu'on appelle la liberté d'expression, qu'on peut s'exprimer, même si on ne voulait pas entendre en Angola, entre guillemets, nous sommes libres. Et pour vous les Angolais, otages d'MPLA en Angola, nous voulons entendre vos propositions et qu'est-ce que vous nous proposez pour la réalité? D'accord. Merci pour vos questions. La première chose que je dirais, vous avez une vision étriquée de la réalité angolaise quand vous dites que l'opposition angolaise, la véritable opposition n'existe pas. Mais je préfère vous répondre en suivant votre chronologie. La première chose que je dirais, il est difficile que je réponde à la place d'Olden Roberto, puisqu'il n'est plus présent. Mais ce que je vais dire ici, c'est qu'il est un peu injuste de reprocher à Olden Roberto pour n'avoir pas bombardé Luanda, comme vous avez dit, parce que je pense qu'il faut se mettre dans le contexte de 1975 et voir comment les choses se présentaient. Le FNL, après avoir pris les armes, parce que vous m'avez reproché de parler du passé, mais je ne sais pas si vous avez bien suivi mon exposé, parce que j'ai commencé dans mon introduction, en effet, de parler du passé, tout simplement pour montrer la légitimité que le FNLA a aujourd'hui de toujours continuer à parler au nom du peuple angolais. C'est pour ça que mon introduction a été historique. Mais après, j'ai brossé un tableau de la situation actuelle en Angola. Des violations des droits de l'homme, des difficultés, des misères que le peuple vit. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Mais bon, ça, je répondrai après. Olden Roberto, le FNL a pris les armes et a libéré l'Angola. Ça, c'est à l'actif du FNL. Nous ne pouvons pas le nier. C'est pour ça que j'ai parlé du 15 mars, que les Portugais ont finalement reconnu que c'est nous qui avons commencé la lutte armée. Et je dirais même que non seulement que c'est nous qui avons commencé, mais c'est nous qui avons mis fin à la lutte armée. Parce que le FNL est le seul parti
qui a signé la cessation des hostilités avec les Portugais. Le FNL est le seul parti qui avait des prisonniers politiques. Aucun parti, que ce soit l'UNITA ou le MPLA, n'ont présenté des prisonniers de guerre. Il est en effet assez louche des partis qui ont lutté pendant 14 ans, 13 ans. Ils n'ont même pas pu attraper même un combattant portugais. Bon. Mais quand bon, à propos de bombarder Luanda, en 1975, la situation n'était pas aussi simple. Je réponds par rapport à ce que moi je sais, parce que je ne peux pas me mettre à la place de Roberto. La situation n'était pas facile parce que l'échec du FNLA, de mon point de vue, doit être mis plus à la guerre froide, au jeu qui se jouait entre les deux grandes puissances. Puisque je me rappelle, le président Holden Roberto une fois m'a dit que en 1975, quand le FNL était à la porte de Luanda, après avoir tenté de rentrer, et que nous n'avons pas pu, nous avons fait un retour vers nos bases qui se trouvaient situées à Kinshasa, au Congo démocratique. L'ancien président de Madagascar, qui s'appelait Ratsirak, je pense, en général, lui a dit une chose très importante. Il lui a dit, quand vous étiez à la porte de Luanda, moi j'ai voulu à tout prix vous joindre. Parce que pendant que le FNL a tenté de rentrer à Luanda, il y avait des négociations entre le MPLA et les Américains. Et la personne qui a conduit cette délégation aux États-Unis, c'était Lobo de Nascimento. Par l'intermédiaire des Portugais, un contact a été fait entre les Américains et le MPLA. Pourquoi? Parce que les Portugais préféraient que le MPLA prenne le pouvoir. Parce qu'ils savaient qu'avec le MPLA, le Portugal allait avoir encore plus d'opportunités de rester en Angola. C'est-à-dire qu'il sortait par la porte et il avait la possibilité de retourner par les fenêtres. Donc le Portugal avait fait et cause pour le MPLA. Et c'est comme ça qu'il a établi ce contact entre les Américains et le MPLA. Et il a été question du pétrole. Les Américains ont seulement dit au MPLA, nous voulons que vous nous garantissiez que même si vous prenez le pouvoir, le pétrole nous reviendra. L'exploitation du pétrole. C'est tout ce que l'Amérique avait demandé. Donc, la décision a été prise. Le MPLA a dit, de toute façon, l'Union soviétique qui nous aide n'a pas la technologie nécessaire pour exploiter le pétrole. Donc, vous aurez le pétrole à volonté. C'est vous qui exploiterez ce pétrole. Et c'est comme ça que, du coup, on a vu les États-Unis tourner Kazakh et laisser tomber l'appui qu'ils nous octroient et qu'ils nous donnaient. Et moi, je crois que c'est une vérité dans la mesure où le président Holden a attiré l'attention du président Savimbi en 1991, quand il est retourné pour les élections. Il a dit à Savimbi, faites attention aux Américains, parce que les Américains, Fanon avait dit au président Holden, les Soviétiques sont des gens qui sont plus attachés à l'amitié. Pourquoi? Parce qu'ils croient en une idéologie. Mais les Américains, non. Les Américains ils regardent les intérêts. Donc, ils peuvent facilement te laisser tomber. Savimbi ne l'a pas cru. Mais, une chose qui m'a été contée par un dirigeant de l'UNITA, de la direction même, je ne citerai pas le nom, m'a expliqué comment est-ce que quand le président Savimbi est parti à l'Afrique du Sud, avoir un entretien avec Peter Botha à l'époque, Peter Botha lui a dit, vous ne gagnerez pas les élections, c'est le MPLA qui gagnera les élections. Et Savimbi, en sortant du bureau de Peter Botha, a dit à ses collaborateurs, nous avons été trahis, les Américains nous ont tourné le dos, et ces élections, c'est le MPLA qui va le gagner. Et quand il gagnera, la communauté internationale va dire, ces élections étaient justes. Donc, c'est un peu, je pense que c'est un peu injuste d'attribuer directement la défaite du FNLA à la faute d'Holden Roberto, soi-disant parce qu'il n'a pas bombardé. Je pense qu'il faut qu'on mette un peu de, comme on dit, de l'eau dans notre vin. Quant à l'opposition en Angola, je ne pense pas que
c'est pas vrai que l'opposition n'existe pas. Il faut comprendre la situation. Moi qui vous parle, avant de rentrer en Angola, j'avais beaucoup d'idées qui n'étaient pas exactes. Mais depuis que je suis arrivé en Angola, j'ai vu la situation en Angola n'est pas facile dans la mesure où le peuple angolais a souffert quasi 500 ans de colonisation. Et aussitôt après, a vécu, je ne sais pas, 20 et quelques années de communisme. Et suivi d'une guerre longue et atroce. Donc ce peuple, c'est un peuple qui a été bloqué psychologiquement, rempli de peur et de manque d'initiative. Et nous sommes rentrés en Angola, le FNLA, nous avons tenté de faire notre opposition. Et je contredis ce que vous dites que l'opposition n'existe pas, parce que si l'opposition n'existait pas, si le FNLA ne nous voyait pas comme une opposition, il n'allait pas continuer jusqu'aujourd'hui à fomenter des dissidences au sein de notre parti. C'est-à-dire que, comme disent les gens, on ne jette pas une pierre à un fruit qui n'est pas mûr. Ça, c'est une des preuves que le FNLA, pour le MPLA, est un parti dangereux. Pour le MPLA, est un parti d'opposition, dans le vrai sens du mot. Pourquoi? Parce que depuis que le MPLA a commencé ses manœuvres de fomenter des fausses dissidences, tous les partis, comme par hasard, ont assaini leurs dissidences, leurs problèmes internes. L'UNITA, je sais que c'est par leur propre force, je ne peux pas accuser l'UNITA parce que l'UNITA est de l'opposition, mais nous, jusqu'aujourd'hui, le MPLA soutient une dissidence dans notre parti. Le MPLA ne veut pas que le FNLA se réunisse. Le MPLA ne veut pas que le FNLA continue à faire son travail. Ça, c'est simplement pour la simple raison qu'ils savent que si le FNLA se renaît de ses cendres, si le FNLA se réunit, ils auront des problèmes. Bon, je ne peux pas répondre sur la position des autres partis. Comme vous savez, en Angola, aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques, dont la majorité ont été créés. Pour moi, ce sont des partis alimentaires. Ce sont des partis qui ont été créés par le pouvoir en place pour créer la confusion. Alors, je ne suis pas là pour répondre, parler de ces partis, mais moi, je parle de mon parti. Je peux vous assurer que le FNLA, nous sommes dans l'opposition. Mais les difficultés que nous avons ne nous permettent pas de travailler convenablement. Parce que nous sommes, au moment où je vous parle, nous sommes représentés à l'Assemblée, mais nos comptes sont bloqués. Et ces comptes ne sont pas bloqués aujourd'hui. Ces comptes sont bloqués depuis 1998 que les comptes du FNLA ont été bloqués. Le FNLA a vécu de 98 jusqu'en 2007 sans fonds. Donc c'était par la force des cotisations des militants et autres que le parti a subsisté jusqu'à ce jour. En 2007, après le congrès organisé par le président Ngola Kabang, notre congrès de 2007, ils ont ouvert les comptes, mais seulement pendant 8 mois. Par après, quand il y a eu l'impugnation, l'opposition de Zassal, ils ont de nouveau bloqué le compte jusqu'à ce jour. Donc, imaginez un parti qui a plein de combattants, puisque nous avons nos combattants, nos anciens combattants de l'Aisne, qui normalement ne reçoivent pas d'argent, la quasi-totalité d'eux ne reçoivent rien. Et c'est le parti, nous, avec nos efforts, que nous soutenons ces gens-là. Donc, tous les partis reçoivent leur dotation budgétaire. Tous les partis. L'UNITA, il n'y a jamais eu de blocage. Seulement le FNLA. Alors, ça serait étonnant qu'un parti qui n'est pas de l'opposition subisse tant d'attaques. Ces attaques, moi je pense, démontrent que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dompter, à dominer, à faire courber les chines à notre parti. Je peux vous assurer, moi qui suis ici, qu'au moment où je vous parle, nous sommes 3 députés à l'Assemblée. C'est nous qui supportons toutes les dépenses du parti, avec nos salaires à nous.
les 3 députés. Nous soutenons toutes les demandes. Quand un ancien combattant meurt, c'est nous qui donnons l'argent, de nos propres poches. Pourquoi? Parce que les comptes sont bloqués jusqu'à ce jour. Alors, je ne sais pas s'il y a preuve plus forte qui peut démontrer que nous gênons nos voix. Je ne pense pas. Je pense que c'est tout ce que je peux, à l'heure actuelle, expliquer par rapport à vos questions. Merci. Je remercie Mme Silva. Eu penso que aqui todos compreendemos mais ou menos. Em relação a tudo que acabou de ser abordado neste momento, vamos ainda na história. Segundo a pesquisa que eu fiz, a mudança de ideia dos Estados Unidos realmente não começou pelo MPLA, mas é pela fraqueza, segundo o estudo que foi feito a partir do Quincuso, a FNLA, segundo o estudo americano de defesa, não tinha capacidade para enfrentar o MPLA que já estava em Luanda, a nível militar, quer dizer, o exército não estava bem formado. Mas isto, deixa-me cair. Não há presente sem passado. Mas vou responder, porque não é verdade. Vou responder um pouco. Vou responder, porque não é verdade. Então, vamos agora no seio da FNL. Aqui, o senhor deputado disse que o MPLA não permite que a FNLA organize-se. Então, Jesus uma vez já fez uma pergunta aos seus discípulos. O que é que os fariseus dizem sobre mim? Ou te chamam isto aqui. Agora, vocês, o que é que dizem sobre mim? É a mesma questão que eu vou pôr à FNLA. O MPLA não permite que a FNLA organize-se. O que é que o senhor deputado diz sobre isto? O que é que a FNLA pensa sobre isto? Porque já sabe que o MPLA é que impede o avanço da FNLA. Mas vocês, ao contrário, em contrapartida, o que é que fazem para impor também o inimigo? Vamos a nível da organização, no seio do partido. O conflito da FNLA agora já é eterno, quase. Já não se termina, não tem fim. Desde que começamos, antes da morte do velho Roberto, o conflito já existia entre o Ngola Kabambo e o nosso irmão Lucas Ngola. Agora, se calhar até foi o objetivo principal, a razão principal da morte rápida ou urgente do velho, porque o velho já não suportava. Já não suportava o Lucas Ngonda, porque o Lucas Ngonda, finalmente, naquele último momento, tornou o inimigo principal do velho. Era insuportável. Eu penso que o senhor Carlito estava aqui conosco na França. E depois, o velho morreu. O velho Ordem Roberto morre. Mas o conflito continua no seio da FNLA. A FNLA não consegue centralizar, não consegue organizar-se interiormente. Neste momento, nós conhecemos quase as duas tendências da FNLA. Temos dois líderes da FNLA. Do outro lado, eu posso reconhecer um, mas vimos o Tribunal Constitucional, que agora é um mecanismo próprio para resolver os problemas da FNLA. Segundo os membros da FNLA, pensam que o Tribunal Constitucional é capaz de resolver os problemas da FNLA. Agora, neste momento, a quem podemos ter a confiança se o conflito dentro da FNLA não encontra resultados positivos? Agora, qual é o líder legítimo da FNLA? Será que reconhecemos o Ngola Kabambo como líder legítimo ou o Lucas Gomes? Porque aqui falou-se do congelamento da direção da FNLA.
as pessoas ficaram naquilo, não se sabe qual é a FNLA, qual é a direção da FNLA que foi congelada. Tiveram 7 anos de dívidas, mas não se sabe qual é a direção, porque nós percebemos agora a FNLA ter 2 direções diferentes. Falei com o Sr. Carlinho, fizemos quase 47 minutos de conversa no mês passado. Ela está a contar outra história. Não, isto não é assim, mas a minha pergunta, quantas direções existem na FNLA? Antes de falar do MPLA, será que dentro da FNLA, a FNLA está preocupada a encontrar a solução para fazer o contrapeso ou contra-ataque com o seu adversário? Muito obrigado. Obrigado. Vou tentar responder essa questão, que é um pouco assim, mas vou tentar. Primeiro, eu quero dizer sobre os americanos. Não é verdade se os americanos hoje dizem que o MPLA tinha um exército mais forte que o exército da FNLA. É uma pura mentira. Por quê? O MPLA não tinha nenhum exército. O MPLA não tinha exército. Em 75, quando os portugueses pediram na cada exército para dar 8.000 homens, a FNLA foi o único partido que deu 8.000 homens. O MPLA não deu nenhum militar. Isso, hoje, os arquivos da PIDE, da Trista Memória, podem ser consultados. E também não é verdade, porque aqueles que defenderam Luanda para impedir a entrada da FNLA, em 75, foram os catangueses, os antigos catangueses que estavam instalados em Angola sob a proteção dos portugueses. Quando saíram do Congo Democrático, fugiram, quando Tchomé perdeu o poder, foram em Angola, instalaram-se em Angola. É eles que impediram a entrada da FNLA em 75, porque o MPLA não tinha exército. Não tinha. Eu até duvido dessa declaração dos americanos. Duvido porque sabe que o MPLA tem dinheiro, tem poder, é um mestre das desinformações. Ele faz, o MPLA costuma muito fazer a desinformação. Eu duvido que os americanos podem dizer, porque não é verdade. Hoje, os arquivos podem ser consultados. Todas as pessoas podem ir em Portugal pedir a consultar os arquivos da PIDE. São abertos. Então, isso não é verdade. Sobre o conflito do Cabango e Lucas Ngonda, também não é verdade que aquele que testemunha isso é o próprio Lucas Ngonda. Ele falou na televisão, disse que eu nunca tive problema com o Cabango antes da morte do velho. Disse, eu tinha problema com o velho. Então, não é verdade que o Lucas Ngonda tinha problema com o Cabango. Não é verdade. O problema entre Lucas Ngonda e o Cabango começou depois da morte do velho. Mas quando o velho estava em vida, o Lucas Ngonda combatia o velho, não o Cabango. Sobre o MPLA que impede a FNLA de se estruturar, eu não falei assim, eu disse que o MPLA impede todos os partidos políticos, sobretudo a FNLA, para mim. Mas isso não explica porque nós ainda não estamos a conseguir levantar o nosso partido, não. Nós temos que reconhecer as nossas culpas. Eu penso que ninguém pode dizer aqui que a direção da FNLA ou os dirigentes da FNLA não têm culpas. Isso não é verdade. Nós temos as nossas culpas. Mas falei do MPLA simplesmente para demonstrar que temos já essa dificuldade, porque temos um partido que está no poder, que está fazendo tudo para impedir e destruir os outros. Mas nós temos as nossas culpas. Eu seria a última pessoa a dizer que nós não temos a culpa. Não é verdade. Temos muitas culpas
culpas mesmo. E reconhece o conflito. Reconheço, e vou entrar mesmo no fundo para explicar. Sobre o Tribunal Constitucional. Se pode em francês para facilitar. Ah, tá bem, obrigado. Sur le Tribunal Constitutionnel, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Nous savons que ça c'est notre analyse, que le Tribunal constitutionnel est en train d'utiliser le droit pour résoudre un problème politique. C'est-à-dire, le parti au pouvoir a tenté politiquement de détruire le FNL. Ça a échoué. Maintenant, ils choisissent le moyen juridique qui est plus acceptable par les gens, parce qu'aujourd'hui à Luanda, quand on parle du tribunal constitutionnel, tout le monde croit qu'il n'y a pas de connivence ou il n'y a pas de complot dans lequel le tribunal constitutionnel est impliqué. Ils disent non, c'est le tribunal, vous devez respecter la décision du tribunal. Mais je voudrais répondre sur la différence, parce que vous avez parlé de légitimité. Il y a une grande différence entre légitimité et légalité. La légalité est une chose, la légitimité est une autre. La légitimité, c'est quoi? La légitimité est la conformité d'une chose aux aspirations de la plus grande majorité. Quand la plus grande majorité aspire à une chose et que la personne qui représente, qui dit qu'il a une légitimité, entre en conformité avec ses aspirations, c'est lui qui est légitime. Mais la légalité, c'est tout simplement des institutions juridiques positives à un moment donné. Le droit aujourd'hui dit ça, on dirait que c'est la légalité. Mais la légitimité est une autre chose. La légitimité est une notion plus politique que juridique. Nous avons la légitimité. Pourquoi nous disons ça? Tout simplement parce que le FNL a une ligne politique. Et nous incarnons cette ligne politique. Nous n'avons pas dévié de la ligne politique du FNL. Nous avons avec nous la majorité des militants du FNL. Donc c'est nous qui incarnons les aspirations des militants du FNL. C'est pour ça que nous disons que nous sommes légitimes. Mais Vous qui? Nous, la direction qu'a laissé le président Holden Roberto. Puisque quand le président Holden Roberto est mort pendant une réunion, il y avait tout autour de lui des membres de la direction du parti. Vous pouvez demander Zassala, puisque Zassala était là. Mais Lucas n'était pas là. Il n'était pas là. Parce que, au moment où le président Holden mourait, lui, il avait, un an auparavant, fait son congrès où il s'est fait élire comme président du FNL. Donc, il ne faisait pas partie de la direction que le président Holden a laissée de par sa propre volonté. Quand le président Holden meurt dans une réunion devant tous les membres, la personne qui était le numéro 2 du parti, c'était Ngola Kabaro. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 tentatives, il y a des preuves, il y a des gens, vous pouvez demander Imam Zassala, il va confirmer. Un monsieur qui s'appelle Fajtoud a été... c'est à lui que le vieux a confié pour entrer en contact avec Lucas, pour lui demander de réintégrer la direction, de laisser ses dissidences, réintégrer la direction, parce que le vieux, c'est tout à fait normal, il avait la combativité, mais se sentant mourir, il a perdu cette combativité. Et il s'est dit, je ne pourrais pas laisser mon parti comme ça divisé. Donc, on enterre tous les problèmes que nous avons, nous allons travailler entre frères et remettre l'esprit de fraternité. La personne a contacté Lucas à 3 reprises, Lucas a refusé. Il a dit qu'il ne voyait pas pourquoi est-ce qu'il va venir dans une réunion où le président Holden Roberto est considéré comme président, dans la mesure où lui, il estimait être le président du FNL. Première réunion, il ne s'est pas présenté. La deuxième réunion, il ne s'est pas présenté. La troisième réunion, c'est la réunion dans laquelle le président Holden rendra l'âme. Lucas n'est pas venu. Et nous pensons que c'est la personne qui m'a compté les derniers instants de Holden Roberto. Je pense que c'est une personne de confiance qui m'a dit que le président l'a appelé, il était sur son lit, il lui a demandé, Lucas est venu? Il lui a dit non, il n'est pas venu.
il a baissé la tête. Et il a dit, il faut que je sorte, que j'aille, parce qu'il était dans la chambre, il faut que je sorte, que j'aille participer dans cette réunion. On lui a dit, non, président, vous êtes fatigué, trop fatigué. Il a dit, je dois assister. Il a demandé à 2 personnes de le tenir. Ils l'ont accompagné jusqu'au salon. Arrivé au salon, il les a tous regardés. Il a rendu l'âme. Donc, on peut dire que c'était le choc de voir que Lucas Jungonda a refusé de venir qui a fait que le président Hélène Roberto est mort rapidement. Il n'a pas voulu venir. Donc, comme un parti ne peut pas rester sans direction, de fait, nous appelons ça le pouvoir effectif, l'effectivité. Nous avons été obligés de prendre les choses en main. La preuve, c'est que quand nous sommes arrivés en Angola pour l'enterrement du président Holden, qui nous avons trouvé, qui organisait tous les obsèques, c'était Ngola Kabang. Qui a été enterré Holden Roberto avec nous? Ngola Kabang. Lucas Jungonda n'a pas été empêché de le faire. Il est venu au deuil, on l'a reçu. Mais quand on est parti à Mbadako enterrer le président Holden, il n'est pas venu de son propre fait. Donc quelqu'un qui se comporte comme ça a démontré que pour lui, jusqu'à la fin, il ne considérait pas le président Holden comme le président du parti. Lui se considérait comme étant le président parce qu'il venait de faire son congrès. Donc, je pense que c'est un peu trop facile de voir le problème dans ce sens. Mais, à propos du conflit, il y a un conflit. Et je mentirais si je dis qu'il n'y a pas une part personnelle. Je serais menteur. Parce que moi-même, je commence à me demander si leurs 2 personnalités ne sont pas aussi, n'interviennent pas dans ce conflit. Et je me pose des questions. Nous tous nous posons des questions. Il faut dire la vérité. Mais au-delà de ces conflits personnels, il y a des éléments objectifs. Il y a des éléments objectifs, puisque quand la dissidence a commencé, en 1998, il y avait des éléments qui étaient, en effet, un peu bizarres. Le 2e congrès de Lucas, il le fait à Foutoum, Foutoum, ce qui est assez étonnant. Le MPLA, Foutoum, c'est la salle, c'est un immeuble que le MPLA construit pour lui-même. Sanctuaire du MPLA. Personne ne peut faire penser même organiser même un mariage là-dedans si tu n'es pas du MPLA. Mais cette salle a été donnée à Lucas pour organiser le 2e congrès, le congrès qu'il a fait en 2006. C'est quand même un élément assez étonnant. On nous bloque nos comptes, nous ne recevons pas l'argent, mais Lucas reçoit l'argent. C'est quand même des éléments qui font tiquer, qui font dire aux gens, mais où sommes-nous? Pouvons-nous avoir confiance en cet homme? Ce sont des éléments objectifs. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Lucas Jungonda. Et Lucas Jungonda le sait puisqu'on était des grands amis à Paris. Et je peux même dire, c'est un peu bizarre, mais je l'aimais beaucoup. Mais simplement, il a démontré par son comportement que il créait la méfiance. Parce qu'il y a trop d'éléments qui le compromettent, qui donnent l'impression, ou qui prouvent même qu'il y a une collusion entre lui et le parti au pouvoir. Et la dernière démonstration, c'est le tribunal constitutionnel. Une fois de plus. Pourquoi? Le tribunal constitutionnel se base sur les statuts du parti. Ils disent que moi, je suis là pour défendre les statuts du parti. Mais les mêmes statuts du parti disent, les statuts de 2004, que quand un président meurt, il faut organiser le congrès après 90 Liège, après 90 jours. On ne peut pas aller au-delà. Le président meurt le 2 septembre, le 2 août. Et août, septembre, octobre, novembre. Novembre, si nous n'avions pas organisé le congrès, nous étions dans l'illégalité. Nous serions dans une situation des gens qui étaient en train de violer les statuts. Puisque nos statuts disent, pas plus de 90 jours, vous devez trouver un président de substitution. Donc, on se retrouve devant une situation, le président meurt, on appelle Lucas Jungonda, il ne veut pas. De fait, c'est un abandon de poste, un
de poste, et directement le second qui venait après lui, il substitue le premier, du fait qu'il se considère comme président du FNLA. Donc, pour lui, il n'était pas le premier vice-président, il était le président du FNLA. Alors, nous, en conformité avec nos statuts, organisons notre congrès pour ne pas dépasser les 90 jours. Et le tribunal dit, ce congrès est valable. En 2007, après l'organisation de notre congrès, le tribunal dit, ce congrès est valable. Nous allons devant les électeurs. L'électeur qui est le souverain premier. Tout juriste vous dira que le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple qui nous donne 3 députés. Quand le président Kabang s'est présenté aux élections, il ne s'est pas présenté comme député. Il s'est présenté comme le président du parti. Et le peuple nous donne 3 députés. Alors, est-ce que le tribunal constitutionnel est plus que le peuple? Le peuple qui nous donne 3 députés, qui reconnaît, c'est-à-dire le souverain premier qui donne son onction. Et le tribunal vient et dit non, le congrès que vous avez fait n'est plus valable. Il faut retourner aux accords de 2004 où Lucas Ngonda était le premier vice-président. Nous disons, dans cette mesure-là, le tribunal n'est pas en train de défendre nos statuts, il est en train de violer nos propres statuts qui dit défendre, parce que c'est ça le rôle du tribunal. Et le tribunal constitutionnel, j'irai même plus loin, en disant que le tribunal constitutionnel, doctrinalement, il est comme un notaire. Un notaire ne force pas les gens qui ne veulent plus rester en mariage, il ne force pas. Un notaire est là pour authentifier ce qui existe. Le rôle du tribunal, ce n'est pas de créer, ce n'est pas de s'immiscer dans un parti politique et créer, dire que non, un tel est président, un tel non. Lui, il authentifie les réalités qu'il voit. Il regarde si ces réalités sont en conformité avec le droit angolais. Donc, les statuts nous disaient d'organiser le congrès. Quand nous organisions le congrès, Lucas était président, se disait président de l'autre parti. Et le tribunal dit non, comme j'ai annulé son congrès, donc on retourne dans les accords de 2004. Alors nous disons, ou alors les élections n'ont jamais eu lieu. Donc l'Assemblée nationale est illégale. Parce que s'il y a eu des élections, le souverain premier a tranché, il n'y a plus lieu de retourner en 2004. 2004 juridiquement, n'a plus de sens. Mais le tribunal, comme il a une mission, parce que ça, nous en sommes convaincus, ils veulent à tout prix que Lucas préside les destinées du parti. Nous ne savons pas pourquoi. C'est ça qui nous attire l'attention. Moi, je n'ai jamais vu un parti politique qui est au pouvoir défendre bec et ongle un opposant. Je n'ai jamais vu ça. De ma vie, je n'ai jamais vu ça. C'était l'opposant. Nous voulons seulement que ce soit lui le président d'un parti d'opposition. C'est étrange. C'est étrange. Nous voulons que ce soit lui qui doit présider le FNLA. Mais pourquoi sera lui? C'est-à-dire que vous êtes sûr que si lui préside le FNLA sera moins dangereux pour vous. Moi, c'est la seule explication logique que je trouve. Parce que ça n'a pas de sens. Mais sur cet accord, ce jugement, il y a une mauvaise interprétation. Moi, j'ai parlé avec Luanda. Le tribunal constitutionnel n'a pas validé le congrès de Lucas Ngonda, contrairement à ce que les gens croient. Non. Il y a eu 3 oppositions, 3 impugnations contre le congrès que Lucas Ngonda a fait. Moi-même, j'ai participé dans une des oppositions. Pourquoi? Parce que le tribunal nous a dit, vous retournez en 2004. En 2004, le comité central de 2004 était composé des éléments, d'une part, de ceux qui sont venus d'Olden Roberto, de l'autre, ceux qui sont venus de Lucas Ngonda. Et de ceux qui sont venus de Olden Roberto, moi, j'en faisais partie, comme élément de la diaspora. Donc, quand il a commencé à organiser son congrès, nous attendions, nous tous, que nous soyons convoqués au congrès. Et effectivement, il y a eu une convocation dans le journal officiel, le journal d'Angola, mais nous avons estimé que cette convocation n'était pas nominale, que nous ne devions pas participer, nous n'avons pas participé. Et le tribunal a répondu face à cette opposition que nous, les militants du FNLA, avons fait. C'est sur ça qu'il a répondu. Il a dit,
les éléments qui veulent faire une opposition au congrès de Lucas, disant qu'ils font partie du comité central de 2004, ont été convoqués, dûment convoqués par Lucas Ngonda, dans un journal officiel. Comme ils n'ont pas participé, donc ils ne peuvent pas se prévaloir, comme disent les juristes, nul ne peut se prévaloir de sa propre faute. Donc, tu n'es pas venu, mais tu n'es pas venu, tu n'as pas le droit de protester. Mais heureusement pour nous, il y a 11 juges, 2 juges ont fait une déclaration de vote. Et donc, un d'eux a dit, mais c'est étrange, comment est-ce que l'argument que nous avons refusé, quand les gens du FNLA, que nous refusons, que les gens du FNLA soulèvent, nous l'acceptons quand il s'agit de Lucas. Parce que nous avons défendu les mêmes arguments, disant que quand le président Holden meurt, Lucas Ngonda ne voulait pas venir. Il a été appelé à 3 reprises. Il ne voulait pas venir occuper son poste de vice-présidence. Le tribunal a dit non, ce n'est pas important. Il n'a pas voulu, mais nous, comme nous avons annulé son congrès, il réintègre le poste de premier vice-président. Mais nous, il dit la même chose, le même argument. Vous devez participer, vous n'êtes pas venu alors qu'on vous a appelé, donc vous perdez le droit. Vous n'avez plus le droit de vous opposer. Un des juges a fait une déclaration de vote, disant que c'est une honte. C'est une honte parce que le même argument que nous avons refusé à l'égard des militants du FNLA, nous l'acceptons pour Lucas Ngonda. Ça démontre que juridiquement, le tribunal n'a pas d'argument. C'est affaire politique. Ils veulent à tout prix que Lucas Ngonda devienne président du FNLA. Moi, je n'ai rien contre lui. Personnellement, je n'ai rien contre Lucas Ngonda. Mais simplement, la voie qu'il choisit est la mauvaise. Et cette voie est une voie qui non seulement dénature ce qu'est le FNLA, et nous, tout militant convaincu du FNLA ne peut pas l'accepter. Pas parce que nous avons un problème contre Lucas Ngonda. Non, mais objectivement, il y a toutes les raisons pour dire non. Et moi, comme je réfléchis et je vois toutes ces raisons, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Lucas Ngonda. Personnellement, je n'ai rien contre lui. Mais c'est pour des raisons objectives. C'est tout ce que je peux... Vous avez parlé de connivence entre Lucas Ngonda et le pouvoir. Est-ce que la direction du parti, voilà, qui est légitimement le président du parti, est-ce que vous n'avez jamais réfléchi à la possibilité d'exclure Lucas Ngonda du parti? Cela fait partie une des graves erreurs que le parti a commis. C'est une grave erreur. Et nous continuons à le dire. Le parti a commis 2 grandes erreurs. Première erreur, c'est le pinçant invicte. Parce que c'est quoi le pinçant invicte? Le congrès de 2004, c'était un congrès où chaque parti avait un nombre je peux dire des congressistes pour participer au congrès. Et c'était un nombre égal. Il y avait l'égalité. Donc, il y avait 145 du côté de Holden Roberto, 145 du côté de Lucas Ngonda. Imaginez un congrès où chacun a 145. Vous organisez un congrès, qui va gagner? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que la direction du parti à l'époque, présidée par Holden Roberto, avait dit il faut qu'on enlève, il faut qu'on arrête cette histoire d'égalité, d'égalité. Il faut qu'on organise des élections. Les délégués au Congrès doivent être élus. C'est mieux qu'ils soient élus, comme ça au moins, quand ils voteront, la personne qui sera votée et élue aura plus de légitimité. Parce que nous savons que s'ils sont nommés, comme c'était avant 145, chacun va dire à ces 145, vous votez pour moi. Mais 145 votes Holden, 145 votes Lucas, qui a gagné? Personne. Qui a refusé? C'est Lucas Ngonda. Il n'a pas voulu que les délégués soient élus au Congrès. Il a dit non. Si vous n'acceptez pas que les délégués soient nommés, alors j'abandonne les discussions.
comme le président Oldén à cette époque-là était fragilisé, parce qu'il se voyait déjà malade, et il sentait qu'il n'en avait plus pour longtemps, il s'est dit, je ne peux pas laisser mon parti dans cette division. Donc il a accepté les conditions de blocage en allant signer un autre accord, un addenda à cette organisation du Congrès qui disait qu'il n'y allait pas avoir des élections. Et qu'il y avait une formule politique qu'on allait choisir qui disait le président Oldén restera au pouvoir pendant 10 ans, Lucas Ngonda premier vice-président et Kabango pendant 10 mois et Lucas Ngonda premier vice-président et Ngola Kabango second vice-président. C'était la grave erreur. Le président Oldén devait résister pour que le congrès ait lieu, un vrai congrès avec des élections. Parce que là, le parti allait terminer une bonne fois pour toutes avec ce problème. Croyant qu'il faisait bien, il a accepté. Il me l'a dit lui-même, parce que moi, quand il est revenu du congrès, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as été signé? Il m'a regardé, il m'a dit, écoute, toute ma vie, j'ai lutté pour ce parti. Et je me sens partir, je ne peux pas laisser ce parti dans la division. Donc, je préfère me sacrifier pour laisser mon parti dans de bonnes conditions. Donc, c'est ça la première erreur. La deuxième erreur, c'était en effet que le parti n'a pas expulsé Lucas Ngonda. Parce que le tribunal nous l'a reproché dans les attendus de son jugement. Il a dit Lucas Ngonda n'a jamais été expulsé. Donc, il est toujours membre du parti, il est toujours premier vice-président. Mais c'est trop tard. Nous ne l'avons pas fait. Moi, à l'époque, je n'étais pas encore à Luanda. Ils ne l'ont pas fait. Ben, on est devant un fait accompli. C'est une erreur qui a été commise. On continue avec. Et Cyril. D'abord, je vous salue, M. Robert. La dernière fois que je l'ai vu, c'est à Paris. Ça fait presque 10 ans. 10 ans, je me rappelle. Bon, voilà. Ce que je voulais dire, d'abord, je me présente, vous connaissez par le nom, les fonctions que j'exerce, vous ne connaissez pas. Pour le moment, je dirige 2 magazines qui paraissent à Bruxelles avec rédaction sur l'Afrique. L'Afrique noire, etc. C'est Odesha Africa et la Nouvelle Afrique. Le Nouvelle Afrique. Ça pourrait être un débat, mais c'est long à expliquer. Ce que je voulais poser comme question, c'est que le problème de la dissidence, si on peut l'appeler comme ça, de Lucas Ngonda remonte à pratiquement 9 ans. Et ce problème, je peux dire que ce drame, il s'agit des gens qui ont des affinités, je dirais des militants de la même parti, qui se déchirent depuis si longtemps. Bon, mais, puisque c'est un problème politique, il y a sûrement une question de rapport de force. Et depuis un certain temps, depuis que la guerre est finie, voilà, il se voit que le pouvoir utilise tous les moyens pour marquer son territoire, c'est-à-dire pour conserver le pouvoir. Et le FNLA n'est pas le seul parti qui a subi ce genre, je dirais, de manœuvres, je veux dire, illégitimes. Il y a aussi l'UNITA, avec l'UNITA et Rwanda. Mais il y a aussi la multiplication et la dissémination des partis alimentaires. Ça remonte vers les années 92, 93. Juste après, avant les élections, il y a eu cette dissémination dans l'opinion, comme quoi il y aurait
une espèce d'ouverture démocratique qui ferait qu'un parti serait un parti d'opposition, alors qu'il était un parti de position. Alors, si on peut revenir maintenant à Lucas Seconde, moi je voudrais savoir comment les militants qui se réclament du vrai et fédéral feront que dans le climat actuel, parce que le climat actuel est assez symptomatique de la réalité de l'Angola pour le moment, puisqu'on le sait un peu, nous qui sommes à l'extérieur, nous le savons un peu depuis qu'on a modifié la Constitution en faisant du président Santos pratiquement un président âgé, puisque là reste encore jusqu'à aujourd'hui un parti dominant. Et lorsqu'on change la Constitution, on change le mode de scrutin, qui devient pratiquement un scrutin de type parlementaire. Il n'y a plus de scrutin à l'élection du président sur ça universel direct. C'est maintenant une espèce d'élection de président qui ouvre les chrysanthèmes, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité est que le Parlement qui siège et qui est à dominante MPLA va pouvoir tout simplement, comme s'il s'agissait d'un congrès du MPLA, va tout simplement élire le président du MPLA qui est en même temps le président de l'Angola. Alors, face à cette situation, quels sont les moyens que vous voulez acquérir pour faire face à cette situation? Parce que s'il y a un poids certain par rapport à d'autres partis de l'opposition, s'il y a un poids certain, le pouvoir peut-être tiendra compte de beaucoup de choses, et qui s'initiera moins dans les questions que je pourrais dire internes d'un parti politique. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour votre question. Bon, ce que je peux dire, premièrement, je serai le dernier en vouloir au MPLA de vouloir conserver le pouvoir. Puisque je suis un homme politique, je trouve que c'est logique. Le MPLA est là, il a le pouvoir, et c'est normal qu'il se comporte comme ça. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, parce que personne ne laisse le pouvoir comme ça, facilement. Même dans des pays démocratiques, ici, on voit il y a toutes les manœuvres pour essayer de se maintenir au pouvoir. Mais nous attaquons le MPLA par rapport à son bilan. C'est pour ça que nous disons qu'il n'est plus légitime à continuer à diriger le pays. Quant aux militants du parti, quant au parti, qu'est-ce que nous pensons faire? Bon, il ne serait pas convenu que je dévoile ici les stratégies du parti. Parce que, bon, il y a des stratégies. Nous avons réfléchi, nous avons quelques solutions, ce que nous pensons faire. Mais une ou un des éléments, c'est internationaliser ce problème. Nous avons commencé déjà, nous avons publié un manifeste où nous expliquons le fond du problème. Et nous l'avons envoyé à toutes les organisations internationales, même les Nations Unies l'ont reçu. L'Union soviétique, le président Barack Obama, le président Sarkozy, même lui-même, Dos Santos, en sa qualité de président de la SADC, puisque c'est lui maintenant qui préside la SADC. Donc, un des éléments, c'est ça, internationaliser ce problème, puisque ce problème a trop été confiné dans notre espace de l'Angola. Alors, nous pensons que le moment est arrivé pour internationaliser ce problème. Nous allons, si Dieu nous aide, commencer à sortir pour internationaliser ce problème. Et il y a aussi un élément, c'est profiter de la conjoncture actuelle, pourquoi pas,
descendre dans la rue. Descendre dans la rue pour nous faire entendre. Ça, c'est une proposition qui a été faite par la base du parti. Parce que pour nous, pour moi, je parle personnellement, comme dirigeant, je me vois, je suis un peu moralement, je trouve que si j'envoie les gens dans la rue, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner, je ne serais pas à l'aise. Parce que j'aurais tendance, et moi aussi, à descendre avec eux. Ou je descends avec eux, ou je n'envoie personne. Mais les militants eux-mêmes ont émis le vœu de descendre dans la rue. Donc, je pense que si, parce qu'ils sont déterminés, dans les jours qui viennent, certainement vous entendrez que, parce que nous sommes le premier parti qui est descendu dans la rue, parce que nous sommes descendus dans la rue le 15 mars, et l'UNITA l'a fait le 16 mars, non 17, 2 jours après nous. Le premier parti qui a fait une marche le 15 mars à Luanda, c'était le FNLA. Nous avons ouvert la voie. Donc je pense que nous n'arrêterons pas là. C'est voilà, quelques éléments. Il y en a d'autres, mais ça fait partie des stratégies que nous avons élaborées, que je ne peux pas divulguer ici. Alors, merci. Sì. Già allora estamos falando das eleições. Nous parlons des élections maintenant, législatives, hein, en Angola, parce que présidentielle n'existera plus, peut-être un autre temps. Pour l'instant, nous parlons des élections législatives en Angola. Mais on n'a jamais entendu un leader politique dans ses invocations directes et faire appel ou convaincre même la population angolaise et que je suis prêt ou même utiliser le langage qui a été mal utilisé par Mfulumpiga et je suis capable de te combattre et je suis capable de libérer ces pays. Bon, je pense que c'est une question trop personnelle. Moi, je ne peux pas répondre à la place des autres, non? Moi, je serais à la place d'un leader. Depuis que je suis en Angola, je remarque que ce qui domine, souvent, c'est la peur. Les Angolais ont une peur. Le MPLA est arrivé à créer cette peur qui paralyse. Ça, c'est une stratégie qu'on appelle l'atomisation. C'est-à-dire faire peur aux gens de manière à ce que les gens ne se mettent pas ensemble. Chacun reste comme une sorte d'atome, il reste seul. Chacun a méfiance, il se méfie de l'autre parce qu'il se dit, si je lui dis qu'on aille, peut-être que lui va m'accuser. Et ça crée une atomisation, chacun reste de son côté. Et cette stratégie a marché pendant des années, effectivement. Parce que moi, je me rappelle, vers les années 95, j'avais demandé au président, mais pourquoi est-ce que tu ne descends pas dans la rue, tu ne demandes pas les gens de descendre dans la rue? Il a dit, descendre dans la rue, c'est une culture. En Angola, il n'y a pas cette culture. Et je ne voudrais pas, moi, Olden, donner cet ordre aux gens, parce qu'ils vont descendre, si je le dis, mais ils seront tués. En 95, ils allaient les tuer. Beaucoup de gens les tuent. Et je ne pense pas qu'en 95, aujourd'hui, peut-être si ça se fait, il y aura une réaction. Mais en 95, je pense que ces gens-là seraient morts inutilement. Et je pense que si le président Olden aujourd'hui était en vie, aujourd'hui, il le ferait. Parce qu'il y a déjà un impact au niveau international qui fait que plus personne n'accepte. Quand le nombre commence à atteindre, on ne sait pas pourquoi, bon, il y a des gens qui disent ça sent. Quand tous les gens voient il y a 100 morts, alors là, ça commence déjà à choquer. Bon, c'est cette peur qui fait que, bon, la majorité des leaders n'osent pas. Bon, mais Mfulumpiga a osé, non? Donc, on dit, quand il y a un, il y en aura un deuxième un jour. Mal utilisé, mal osé. Si, bon, si, je pense, et je dirais quelque chose ici,
c'est pas pour critiquer, mais quand je suis entré à l'Assemblée nationale, un député du MPLA, qui est un ami, je ne citerai pas le nom, m'a dit, monsieur le député, depuis que je vous ai vu, vous voulez toujours parler du peuple, défendre. Écoutez, ici en Angola, vous allez perdre votre vie bêtement. Ils n'ont pas osé toucher votre père, parce que votre père avait une stature. Mais vous, non, ils peuvent vous toucher. Reste à l'Assemblée, bouffe ton argent, laisse au peuple. Tu crois que si tu meurs comme Flopinga, le peuple t'oubliera. Donc, c'est un peu ça l'esprit des Angolais. Ils disent, bouffe ton argent et puis laisse le peuple angolais. S'il ne bouge pas, c'est son problème. C'est un peu cet état d'esprit. Mais il y en a qui l'acceptent et qui le font, il y en a qui ne l'acceptent pas. Moi, ce n'est pas pour dire, mais je ne suis pas de cela. Je ne suis pas de cela. Je pense qu'on a un exemple du président Holden qui, un jour, il parlait avec un cousin. Il disait à un cousin en Angola, mais toi tu es trop têtu. Alors ce cousin l'a regardé, il a dit, ah bon? Si moi je suis têtu, alors qu'est-ce que je peux dire de l'oncle? Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi qui as osé défier Salazar. Salazar était un homme puissant, mais tu as osé défier Salazar, tu as pris les armes, tu es plus têtu que moi. Alors le vieux Denari a dit, effectivement, je suis un têtu. Alors moi, je suis un têtu. Lentement, mais je suis un têtu. Actuellement, nous sommes en train d'assister à des manifestations. Je n'ai pas suivi. Actuellement, à Rwanda, nous assistons à des manifestations des jeunes. Mais seulement nous étonnons que les partis politiques, même les partis les plus forts, comme la militaire, comme les fédérales, ne soutiennent pas ces jeunes gens qui sont dans la rue. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Alors qu'ils ont besoin de justement. Bon, c'est un problème un peu compliqué. Dans la mesure où il y a une idée qui court maintenant, qui dit que une manifestation spontanée a plus de légitimité que quand c'est organisé par un parti politique. Pourquoi? Parce que les partis politiques, c'est vrai, ont une connotation un peu sale. Parce qu'on dit que les partis politiques défendent leurs propres intérêts. Alors quand un parti politique envoie les gens dans la rue pour défendre, nous enverrons des gens dans la rue pour défendre notre parti, les intérêts de notre parti. Mais quand vous envoyez dans la rue pour défendre les droits fondamentaux, c'est plus facilement vu comme un opportuniste. Vous envoyez les enfants dans la rue se faire tuer et tout et tout. Comme en Angola, cette culture commence à être... C'est une culture qui vient de naître. Hein, qui vient de naître. Alors les partis politiques sont un peu... Ils ont une sorte de crainte de porter cette responsabilité, d'envoyer les gens dans la rue. Et quand ces gens-là vont se faire tuer, il y a un effet de... Alors on ne sait pas comment est-ce que par après, vous supporterez tout cela. Parce que le parti au pouvoir a des machines pour broyer. C'est pour ça que les partis politiques hésitent encore. Mais je ne dis pas que les partis politiques ne sont pas derrière les manifestations. Parce que même dans d'autres partis, pays que nous voyons, la Tunisie, tout et tout, aucun parti n'est sorti comme ça, publiquement disant que moi j'étais derrière. Mais on pense qu'il y a des partis derrière. Donc certainement qu'il y a des partis derrière, mais qui le font d'une manière indirecte. Mais le faire directement comme ça, à l'heure actuelle en Angola, ce serait difficile. C'est mieux que ce soit spontané, que le peuple de lui-même se lève. Là, le MPLA ne peut pas dire ah, il y a un complot politique. Ce parti est en train de fomenter des troubles, comme ce sont des partis qui ont des députés à l'Assemblée. Nous allons violer le propre règlement de l'Assemblée qui dit que les députés ne peuvent pas inciter à la violence. Et la loi nous l'interdit. Un député ne peut pas inciter à la violence. Alors, maintenant, dire que vous avez le droit de manifester et dire que ce n'est pas une incitation, la frontière est mince. C'est pour ça que les hommes politiques à l'heure actuelle ont un peu peur de rentrer dans ce jeu-là. Mais je peux vous assurer que certainement qu'il y a des partis politiques qui sont derrière, mais ils ne le font pas d'une manière visible.
Grégory. Je m'appelle Grégorio, je suis vérandaise. Disons, là justement, je voudrais un peu aborder sur la peur, sur cette folie d'angoisse qui, beaucoup de partis irlandais, qui sont, disons, en prison dans cela, et que c'est pourquoi nous disons à la fin qu'il n'y a pas d'opposition à l'Angola, parce que personne ne bouge. Bien que l'on peut attendre seulement qu'il y ait des manifestations spontanées, et que derrière, il y a un peu un coup de pouce de quelques partis, mais au fond, visiblement, l'opposition ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que vous ferez demain, tous ces partis d'opposition, pour aller aux élections? Parce qu'on peut aller travailler seul, oui, mais est-ce qu'on est sûr de les gagner devant cet éléphant qui est là devant? Je voudrais savoir quel serait le comportement de l'opposition demain, parce que ça a l'air un peu ambigu. Le problème, de mon point de vue, il y a beaucoup de partis alimentaires en Angola. Beaucoup de partis qui ont été créés et qui se contentent simplement de recevoir de l'argent. Donc, ces partis-là sont déjà exclus. Maintenant, les partis d'opposition qui sont reconnus comme tels, l'UNITA, le FNLA, le PRS, nous avons déjà expérimenté plusieurs fois à l'Assemblée les divisions, les difficultés que nous avons de nous unir. Moi, quand je suis arrivé en Angola, c'était ma première idée. C'était une sorte de cheval de bataille. Je disais, l'opposition est trop désunie. Il faut s'unir. J'ai d'ailleurs écrit une lettre au président Samakova. À cette époque, je n'étais même pas encore en Angola, j'étais ici. Et la personne porteuse de cette lettre, c'était le président Holden. Il lui a porté cette lettre parce que là, j'estimais, je lui disais que le seul moyen de pousser le MPLA à libéraliser le pays, à accepter la démocratie, tout, et l'union de l'opposition. Je suis arrivé en Angola, j'ai constaté que c'est difficile. Pourquoi? Je n'aime pas trop parler des autres partis. C'est difficile, pourquoi? Parce que les partis en Angola, à l'heure actuelle, jouent encore d'une manière, ont des stratégies un peu isolées. Chaque parti a sa stratégie. Chaque parti a sa stratégie. Plusieurs fois, il y a des lois où nous demandons à ce que nous unissions, arriver à l'Assemblée, je ne sais pas comment, mais l'opposition se présente divisée. Il y en a qui disent que quelques-uns ont déjà reçu des enveloppes. Il y en a qui le disent. Ah, c'est pour ça que vous avez vu, il y a eu le changement, tel parti a voté en faveur parce qu'il a reçu ça. Vous n'acceptez pas. Moi-même, j'ai été abordé par un député de l'opposition, d'un parti d'opposition qui me dit, écoute, nous on a déjà reçu notre part. Vous attendez quoi? Il faut recevoir votre part, parce que sinon le MPLA va même terminer avec le FNLA. Recevez votre part et puis laissez les choses aller. Moi, j'ai été abordé. On me dit, va parler au président Kabang, parce qu'on n'arrive pas à lui parler directement, mais vous êtes jeune, vous pouvez comprendre. Moi, j'ai été abordé. J'ai regardé la personne, je lui ai dit, mais si sincèrement, il suffisait que d'accepter de l'argent, alors, parce que cette personne, c'était un ancien du FNLA, un ancien soldat du FNLA. Je lui ai dit, alors, vous avez lutté au nom du FNLA, quand vous étiez au FNLA. Alors, il ne fallait pas lutter, il fallait simplement demander de l'argent aux Portugais, et il ne fallait pas qu'on fasse la lutte. J'ai dit, vous savez que le président Holden, en 1962, avait reçu la proposition de Salazar de recevoir 10 millions de dollars en 62. Donc vous, aujourd'hui, vous me dites que le président aurait une raison d'accepter. Au lieu de lutter, aujourd'hui vous êtes indépendant parce qu'il a refusé cette proposition. Et vous me demandez à moi d'accepter de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Donc je pense que la corruption y est pour beaucoup.
Ça, je ne peux pas nier. L'opposition a des difficultés de le poursuivre. Et la corruption y est pour beaucoup. Pour beaucoup. C'est difficile, mais ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Même la même partie pour diviser. Et diviser pour mieux régner. Et il y arrive, malheureusement. Encore. Il y arrive encore. Pour être franc. Alors, frère. Oui. Eu chamo-me Amado Diambo também. Os meus pontos, de facto, já foram ultrapassados, mas há um dos pontos que não fiquei bem claro e que eu precisava, pelo menos, um esclarecimento profundo. Sim. Eu no que diz respeito, parece o nosso papai tentou falar desse caso que está a reinar na questão de manifestações. Quer dizer, eu não estou assim bem claro da resposta, né? Queria mesmo que especificasse. Por exemplo, hoje em dia, talvez 50 estão detidos por uma causa justa. Qual é a postura do partido? A FNL. Exato. Obrigado. Bom, quando ouvi falar dessas arrestações, falei com o Luanda. E quando liguei, a pessoa que é o diretor do gabinete do presidente Gola Kabamba estava mesmo em frente da prisão. Estava a participar com os outros, com as mamães, penso, que estavam lá para dizer que eles não estavam de acordo com essa maneira, como esses jovens foram prendidos e tudo. Mas, oficialmente, o partido, a FNLA, infelizmente, não, aquilo que eu sei, até hoje, o partido ainda não tinha feito uma declaração oficial. Porque eu ouvi falar ali no internet, a UNITA fez, o PRS também, mas a FNLA ainda não. Eu vi, mas ainda não entrei em contato com o partido. Não posso responder agora, porque senão seria mentira. Não sei qual é a razão que fez que o partido ainda não disse uma coisa assim. Ainda não sei, mas tudo que eu sei que o dia que os outros estavam a fazer essas declarações, o nosso partido estava numa conferência de imprensa para responder o acórdão do tribunal que dizia que a impugnação foi rejeitada, que eles não aceitaram, e os outros interpretaram como que o tribunal reconheceu o Congresso do Canadá. Eu penso que pode ser uma das explicações, né? Que o partido está envolvido no assunto, então não respondeu, não falou no outro assunto, portanto, muito importante. No entanto, muito importante. Não posso responder porque seria mentira, não sei mesmo qual é a razão, mas eu sei que o partido ainda não disse nada. Mas há duas declarações da FNL que estão no ar, estão na internet. Temos a declaração do Lucas Gonda e a declaração do Gola Kabamba neste momento. Sobre ele rejeitou. O Lucas Gonda está a falar das eleições, é só do conflito. Só está a falar do problema interno, do conflito interno, que acaba ao Tribunal Constitucional, ao governo, de realizar as eleições. Sim. Não ouvi muito rapidamente, agora acabamos de ouvir agora, antes de sair de casa. Eu também. Então, esta posição, vocês querem as eleições, mas as eleições com quem? E para serem votados a quem? Porque é este momento que se aproveita os pontos. A FNA não está a fazer qualquer declaração, desde quase 7 anos passados, né, que a FNA nunca mais reagiu. Esta é a fraqueza de um partido. Quando são esses pontos, mesmo aqui na Europa, a campanha eleitoral passa na vida das populações. As fraquezas do inimigo são esses pontos mais importantes para aproveitar. Temos os prisioneiros aí. Agora o povo está a ver o BD.
O Bloco Democrático, todo lado, mesmo nas manifestações, está na TAI, o Filomeno está aí, o Pinto de Andrade está aí. Está onde a FNL, está onde a UNI. É verdade, não vamos continuar neste caminho, porque não, senão vão pensar, o partido político estão-se... Mas é o problema da Angola, o problema do povo angolano, este é o problema da nação. Se vocês serão o seu eleitorado do povo, então, por que não defendem este povo? Estão aí, nós assistimos ontem, todos os membros do BD estavam na frente da presidente da Justiça. As mamás enrolaram-se no chão, os rapazes ficaram chateados, todos os jovens vieram. Houve manifestação ontem, mais forte mesmo na frente do governo. Não, José, deixa o país. Bulupinga tinha razão, José Sabimbi tinha razão. A cantar abertamente. E lá onde aprenderam coisas, não sabem que aprenderam os responsáveis de jura. O Monzembo, o Congo. Aprenderam na porta. Aí, junto com aqueles jovens, só escolheram o Monzembo. Viram agora? Agora nós não vamos calar as bocas, é porque vão nos acusar. Mas estamos aí para o povo. Estamos representando o quê? Quem vos escolheu? Se não defende o povo que vos escolheu, finalmente estão aí para quê? É para ganhar o vosso dinheiro. Aí está o problema. Este é o problema que o partido tem que ver. A voz do partido tem que ser sempre ouvida. Le peuple n'entend pas les faire. Alors comment voulez-vous qu'on vous vote? C'est vrai que c'est ce que vous venez de dire. Mais bon, la majorité des dirigeants du bloc démocratique sont des avocats. Je ne sais pas s'ils étaient là en tant qu'avocats ou en tant qu'homme politique. Parce que la majorité d'eux, c'est eux qui défendent les dossiers. Philomène, ce n'est pas un avocat. C'est Charles, ce n'est pas un avocat. Philomène est avocat. Philomène vient alors. Non, économiste. Économiste. Hein? Oui. Bon, David Mendy est avocat. Si, je aussi. Bon, il y a aussi un fait, mais qui n'excuse pas. Ce n'est pas une excuse. Parce que ce n'est pas parce qu'on est à l'Assemblée qu'on ne doit pas manifester. Mais le bloc démocratique n'a pas de représentants à l'Assemblée. Puisque la loi angolaise, c'est une loi un peu comment dirais-je, qui restrictive, qui réduise la marge de manœuvre, les droits Moi, je suis député, je sais que je ne dois pas inciter à la violence. Et que pour le MPLA, quand les jeunes descendent dans la rue, c'est la violence. Et c'est la violence. Et ils disent qu'ils personnalisent trop, ils insultent le président, alors que dire à un président de démissionner, ce n'est pas l'insulter. Parce qu'un président, quand on parle du président, on ne parle pas de lui en tant que personne, on parle de lui en tant qu'institution. Il est président. Parce que les jeunes qui manifestent ne disent pas « Dos Santos, porque Dos Santos est président ». Si aujourd'hui il sort de la présidence, plus personne ne parlera de lui. Donc, ces gens-là ne font pas de bandidage, ils ne font pas de la violence, non. Ils revendiquent un droit. Mais bon, c'est vrai que la frontière est... Mais moi, je vous garantis que les partis politiques, en l'occurrence notre parti, suivra. Nous devons suivre, sinon nous serons dépassés. Nous devons suivre, sinon nous serons dépassés. Je vous promets que vous aurez des nouvelles, mais nous devons conduire ces revendications, sinon nous serons dépassés. Mais dépasser d'abord votre conflit interne. Oui, malheureusement. Avant de sortir, soigner d'abord. Effectivement, j'allais le dire, on dirait que vous l'avez tiré de ma bouche, mais on est tellement accaparé, on est tellement occupé par ce problème qu'on ne voit pas les autres problèmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on en termine rapidement pour pouvoir passer aux autres choses. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Quand vous dites que vous allez terminer rapidement votre conflit interne, vous terminez quand? Vous pensez les terminer quand? Bon, quand on dit rapidement, je pense qu'il y a des élections qui s'approchent.
Et nous sommes dans l'obligation de trouver une solution. C'est une obligation. Le temps joue contre nous. Maintenant, nous avons un problème, le temps joue contre nous. Et nous savons ce que veut le pouvoir. Que nous arrivions au moment des élections sans union. Que le FNLA se présente comme ça pour qu'il ait des raisons pour dire que nous ne participons pas aux élections. Donc, maintenant, on est devant un impératif. Nous devons absolument trouver une solution. Sinon, sinon, ce sera une responsabilité devant nos militants, devant le peuple. Oui, mais comment? Comment vous allez trouver ça? Justement, c'est ce que j'ai dit. Il y a des stratégies, il y a des idées que je ne peux pas dévoiler ici. Sinon, ça diminuerait ses efficacités. Mais il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Il y en a. Il y en a. Novembre, oui. On a montré, fort personnalité avec le président Bolloré. Il a promis les congrès au mois de novembre. On est en 2011. Bon. Ce ne soit pas comme Samakouva, on a vécu encore notre histoire qui est faiblie encore à l'imitant, c'est les congrès. Pourquoi les Africains sont comme ça? Pourquoi on ne va pas au congrès au moment opportun? Pourquoi on ne respecte pas nos statuts partiels? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je voulais dire à propos de violation de notre statut, c'est un simple rappel. Quand Lucas Jungon avait organisé son premier congrès, il était chargé de l'information. Nos statuts disent que celui qui convoque le congrès, c'est le président. Mais lui, en tant que chargé de l'information, a convoqué un congrès reconnu par le MPLA. Et le président l'a mis au Conseil de la République. Alors, maintenant, imaginons, si Lucas Jungon arrive, lui, à être président du FNLA, acceptera-t-il un jour, parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle le précédent, il y a le principe du précédent, puisque déjà le FNLA aura accepté qu'une personne peut passer par la convocation d'un congrès alors qu'il n'a pas le droit de le faire, il créera un précédent. Il créera un précédent, mais lui, il n'acceptera pas qu'un jour un chargé de l'information dise « Non, président, moi je convoque le congrès ». Il luttera comme un diable pour l'empêcher, mais lui, il l'a fait. C'est pour ça que nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que si nous l'acceptons, nous ouvrons la voie à n'importe quoi. Bon, sobre UNITA, je ne peux pas répondre à la place du président Samakouva. Mais quelques éléments que j'ai me font dire que l'UNITA n'a pas organisé son congrès, parce qu'ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Leur raison, et moi je ne dis pas que c'est des bonnes raisons, mais ils ont leur raison, ils ont estimé qu'ils n'avaient pas encore les moyens financiers, c'est ce qu'ils ont dit. Officiellement, d'ailleurs c'est officiel. Le président Samakouva a dit nous n'avons pas de moyens financiers, et les gens ont dit non, ce n'est pas les moyens financiers qui empêchent qu'on organise un congrès. Donc, bon, maintenant je sais qu'ils vont organiser en septembre. Hein. Bon, donc, je pense que ce sera, quand ils auront organisé leur congrès, je pense que, j'espère que ce parti frère, qu'ils auront au moins réglé un problème, parce que c'est vrai que... on ébélise. Oui, ça crée trop de... ça affaiblit le parti. Ça affaiblit. On cherche aussi les leaders charismatiques, hein, parce qu'on ne va pas ramasser n'importe qui. Bon, il y en a, hein, dans l'unité, il y a Chivogouvou, il y a Samakouva lui-même, il y a Gato, il y en a. Sakana, Acide, qui est un élément aussi. Oui. Nous, on voulait organiser une manifestation aujourd'hui, mais on l'a interrompue à cause de cette conférence. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. On a dit envoyer encore des SMS pour dire que non, il n'y aura plus de manifestation aujourd'hui parce qu'on est en conférence. Ah, merci beaucoup pour cette considération. Voilà. Merci, je vous remercie. S'il vous plaît. C'est la dernière question peut-être. Oui, si vous voulez bien. Ce que moi je proposerais, c'est d'essayer d'avoir un discours rassurant pour ce peuple qui a tant souffert. Vous aviez parlé tout à l'heure de la peur. Le peuple angolais a peur. Mais c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais lorsque vous avez connu cette époque du communisme déjà naissant, où on allait cacher nos assiettes en brousse pour qu'on ne vienne pas voulu le prendre, où
et tout d'un coup c'est la guerre, de la guerre jusqu'à ce jour. Et à ces gens, vous n'avez pas un discours rassurant sur la scolarité des enfants, sur les ponts, les infrastructures qui ont été détruites, tout ça. Ils veulent quand même avoir un discours qui les convainc. On a des élections qui vont arriver. On a besoin de cela. Il y aurait des moyens d'élaborer un programme vraiment rassurant pour vous et pour nous tous, qui avons traversé tous ces moments de peur en Angola. Merci. J'ai un ami qui m'a dit un jour, parce que j'essaie d'expliquer par ma manière de voir, il m'a regardé, il m'a dit, monsieur le député, ça se voit que vous avez grandi à l'extérieur, que vous n'avez jamais connu les difficultés que nous avons connues ici en Angola. Il dit, tous ceux qui ont vécu du temps de parti unique, s'ils commencent à vous compter toutes les difficultés qu'ils ont vécues, vous changerez d'avis. Et depuis, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que moi-même, j'ai essayé de sous-peser un peu les difficultés actuelles, alors qu'aujourd'hui, il y a une ouverture. J'imagine un peu dans le temps du parti unique. Parce que cet ami m'a dit, au temps du parti unique, c'était même interdit de songer, de rêver du FNLA. Il dit, moi dans mon lit, le simple fait de rêver du FNLA, quand tu sortais, tu pensais, on dirait que c'était écrit sur ton front. Tu avais peur. Maintenant, une chose très importante avant de terminer, à l'Assemblée, quand on a discuté sur le paquet électoral, l'article qui concerne l'élection à l'extérieur, des Angolais qui sont à l'extérieur, le FNLA avait, notre position était que les Angolais de l'extérieur doivent voter. Article 134, je pense, de la Constitution. Nous avons dit 142. Ils doivent voter. Le MPLA dit non. Le MPLA a refusé que les Angolais de l'extérieur votent. Dans la Constitution, il n'est permis aux Angolais de l'extérieur le vote seulement quand ils sortent de l'Angola pour des raisons de santé, ceux qui travaillent dans les ambassades ou ceux qui étudient à l'étranger. Or, nous avons analysé sociologiquement ces trois personnes. Nous avons vu que le MPLA sait que des gens qui travaillent à l'ambassade sont susceptiblement du MPLA. Les étudiants boursiers du gouvernement sont susceptiblement du MPLA. Et ceux qui sortent comme malades reçoivent ce qu'on appelle le junta médique. Donc ils reçoivent tellement de l'argent du gouvernement que c'est difficile pour qu'ils votent contre le MPLA. Ce sont les trois catégories de personnes à l'extérieur qui ont le droit de voter. Alors que nous avons appuyé l'idée que tous les Angolais de l'extérieur doivent voter. L'argument du MPLA, c'était que actuellement, le gouvernement, le pays n'a pas les moyens financiers pour organiser les élections au niveau de l'extérieur. Et ils invoquaient encore un point disant que la Constitution ne parle pas de cercle électoral externe. Il parle seulement de cercle électoral interne et ceux qui sortent pour telle raison. Pas les gens qui sont installés à l'extérieur. Parce qu'ils savent que la majorité des gens qui sont installés ici ont l'esprit ouvert, ils ne voient pas le problème comme ceux qui sont en Angola le voient. Donc, comme ils sont 191, nous sommes 3, l'unité à 16, arithmétiquement, nous avons perdu. Donc, la loi est passée comme quoi les Angolais à l'extérieur ne voteront pas. Seulement ceux qui sont venus pour étudier, ceux qui sont venus pour des raisons de santé et ceux qui travaillent dans les ambassades. Rapidement. C'est ça justement, en 2008, lorsqu'il y a eu ces fraudes constitutionnelles, c'était le moment où tous ces partis d'opposition pouvaient venir ici à l'extérieur, essayer de conscientiser, sensibiliser la population ici. Ce n'est que maintenant que 3 ans là. Non, ça vient de passer là.
Ça vient de passer parce que le paquet électoral ne concernait pas la discussion lors de la discussion sur la Constitution. Depuis 2008, le pénal ne fait que multiplier ce mandat. Bon, c'est vrai que... C'est vrai. On a passé ici 3 ans sans pour autant voir un des députés ou quelqu'un qui sortirait des mandats pour venir discuter de tous ces problèmes. Alors c'est pourquoi ça c'est présent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous n'avons pas la science infuse, nous en discutons. C'est vrai, il y a des choses comme ça. Bon. Dernière, est-ce que vous ne voyez pas que la voie que la jeunesse est en train de prendre, peut-être c'est la meilleure aussi pour vous? Oui. Parce que les élections. Absolument. Les élections, qui croit aux élections? Absolument. Absolument. Déjà, quand on fait statistiques, on trouve aujourd'hui l'Angola, les jeunes sont majoritaires. Les jeunes sont majoritaires et moi je pense même qu'une des solutions, une des voies viendra des jeunes. Donc nous soutenons, bon, timidement à l'heure actuelle, ça c'est vrai, pour ne pas nier, mais je pense qu'on passera à l'autre étape. Il faut qu'on soutienne ces jeunes. Ok. Ok. Honorable, je voudrais savoir comment l'ensemble a réagi sur l'achat des bateaux de guerre en Allemagne. Comment l'ensemble a réagi lors de la visite du chancelier allemand. Oui, quand Angela Merkel est venue, mais moi j'ai appris que quand il est retourné, les propres Allemands, il y a des Allemands qui se sont révoltés, non? Qui ont dit que comment est-ce qu'il a été faire un contrat avec un pays comme l'Angola pour leur vendre des armes. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai lu sur Internet. Alors bon, quand il est venu en Angola, c'est vrai que cette vente, ils l'ont tué. Hein. On ne savait pas. Ils n'ont pas dit qu'il avait vendu. Moi, je l'ai lu dans la presse internationale qu'il y avait un contrat que l'Allemagne vendait à l'Angola des bateaux, non? Des bateaux de guerre. Je l'ai appris dans la presse internationale, mais la presse angolaise n'en a pas fait allusion. Donc je n'ai pas connaissance, je n'ai pas eu connaissance de ça. Donc... Mais vous ne pourrez pas invoquer ça à l'Assemblée. Oui, c'est une... Non, en même temps que vous avez vu l'information, tant que député, pourquoi vous n'avez pas invoqué ça à l'Assemblée? Non, c'est-à-dire que quand je l'ai vu, c'était pendant les vacances parlementaires, parce qu'on est en vacances là, on reprend que le 15 octobre. Donc le 15 octobre, c'est vrai que je vais, parce que nous avons un président du groupe parlementaire, je vais lui suggérer cette idée, que nous pouvons soulever cette idée, que bon, l'argent, déjà nous n'avons pas d'argent, il y a plein de misère au pays, il n'y a plus de guerre et le pays continue à acheter des armes, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, il donne des explications. Moi, je suis député de la province de Zaïre. Et dernièrement, quand j'ai fait ma tournée vers Soyo, Noki et tout, j'ai vu des militaires et des blindés, des armes sophistiquées à la frontière avec le Congo démocratique. Alors, j'ai voulu m'enquérir, savoir quelle était la raison de cette présence. On m'a dit que ça m'a été dit, mais officieusement, non officiellement, que comme le Congo démocratique se prépare à organiser les élections, alors notre pays a peur que si Kabila perde, qu'il y ait des troubles et que ça passe dans nos frontières. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent prévenir déjà des éventuels troubles qui vont venir du Congo. Voilà. C'est ça l'explication qui m'a été donnée. Mais une personne sérieuse, une personne qui a des informations, mais d'une manière officieuse. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Merci. Merci, honorable, de ce que vous venez donner comme éclairage à certaines situations, et surtout la situation de notre parti historique, aussi dans un contexte général de l'Angola. Je crois que
demain, nous aurons encore une réunion avec les membres du parti, les sympathisants, sur boulevard Émile Boxtal, numéro 107, et à partir de 14 h. Je crois que nous aurons encore la chance de faire cet échange d'informations avec l'honorable. Merci beaucoup pour votre présence. Vraiment, si demain vous aurez la possibilité, vous pouvez passer et je crois qu'à la fin, nous aurons un petit verre à partager. Merci. On a aussi besoin de filles. Nous avons besoin de filles aussi, de votre soutien ici, à l'extérieur. La diaspora est chez nous. On a besoin de filles. C'est long. Ah, Dernières images. Ah ouais, mais tu m'as plus rappelé. Pronto, chegamos ao fim deste encontro, como vejam. Estão aqui representados todos, a comunidade angolana e principalmente os membros da FNLA, que vieram neste momento participar nesta conferência de imprensa e esperamos mais reações nos próximos dias. Também a comunidade angolana da Bélgica, o movimento patriota angolano que esteve presente, promete levar a cabo atividades nos próximos dias. Provavelmente a próxima semana é possível que desencadeiam mais ações ou manifestações junto à União Europeia ou junto à Embaixada de Angola. Cá estamos a imprensa ou a direção da imprensa internacional, estamos junto à União Europeia. Muito obrigado e pronto, continuamos a próxima e coragem, determinação. Obrigado.